Alors, je suis très content de passer après Rui et juste avant JB. Je me présente, je m'appelle Guillaume Vincent et je suis aussi artisan logiciel, software craftsman. C'est de la musique pour mes oreilles, tout ce que je viens d'entendre et tout ce que j'entendrai après. Alors il se trouve que moi je suis développeur depuis bientôt 5 ans. Quand j'ai commencé à développer, j'ai travaillé avec des équipes à la fois dans le médical, le militaire ou l'e-commerce. Et à chaque fois que j'ai commencé à développer, on s'est retrouvé face à un schéma que j'ai retrouvé à chaque fois. On développait des fonctionnalités. Au début, tout allait bien, le greenfield, tout se passe exceptionnellement bien, jusqu'à un moment où on commence à rencontrer des bugs. Et petit à petit, les bugs prennent le pas sur les fonctionnalités et après quelques versions, on se met à faire de la correction de bugs et ne plus apporter de la valeur au client. 100% des projets pour lesquels j'ai participé, ça a été ça. Je me suis dit, c'était peut-être dû au contexte, au fait qu'on n'utilisait pas les bonnes pratiques, on ne faisait pas de développement piloté par les tests. Et du coup, quand il y a 2 ans, quand j'ai eu la chance de travailler pour moi sur un produit dont j'étais le client, je me suis dit que ça n'allait pas se passer comme ça. Et donc, on a commencé à développer du logiciel, rajouter des tests, essayer de faire simplement. Bon, on a pris un super framework, parce qu'on s'est dit que ça allait super vite. Bon, en fait, pas du tout. À la 8e version de notre logiciel, on avait 4 fois plus de bugs que de fonctionnalités développées. Alors je me suis dit, bah, c'est bizarre, en fait, c'est peut-être comme ça qu'on doit faire un logiciel, en fait ça doit être normal. Si je l'ai rencontré avant et que c'est comme ça, non, en fait c'est comme ça. Alors il se trouve que la version 08 c'était octobre l'année dernière, et avec mon équipe on est venu à l'Agile Tour ici. Et quand on est arrivé le lundi, on s'est dit non, c'est pas normal en fait. Pourquoi on est arrivé à un état comme ça? Pourquoi on s'en satisfait et pourquoi... Alors, on a commencé à rechercher pour les causes d'échec d'un projet. Ça, je les ai listés, je ne les lisais pas tous, parce qu'il y en a plein. C'est l'I3E qui s'est renseigné et qui a cherché à savoir pourquoi, quelles étaient les causes d'échec d'un projet. Alors nous, on en a extrait quelques-uns, on a utilisé des technologies immatures, les versions bêta qui marchent vachement bien. La complexité du projet, faire un projet logiciel, c'est quelque chose de difficile. Ça, c'est indéniable, et donc du coup, il faut apprendre à gérer la complexité d'un projet. On avait des mauvaises pratiques de développement logiciel. Je dis qu'on avait essayé de mettre en place des tests, ce qui était vrai, pas tout le monde dans l'équipe. On faisait de l'intégration continue, mais peut-être pas très bien. Et on était incapable d'évoluer petit à petit. On ne se posait pas la question de comment faire évoluer notre logiciel. Alors, on a cherché à savoir qu'est-ce qu'un bon logiciel, parce que c'est bien beau de vouloir faire un bon logiciel si on n'a pas la définition. C'est assez difficile. Alors, un bon logiciel, c'est une définition que j'ai récupérée sur Internet qui me parle pas mal. C'est un logiciel qui est utilisable. Si vous faites un logiciel de gestion de paye et qu'en fait vous faites de la location de voiture, votre client ne va pas être très content. Donc ça, c'est la première définition de ce qu'est un bon logiciel. Alors ça, tout le monde l'a. On a une batterie de chefs de projet fonctionnels, de chefs de projet qui s'assurent que notre logiciel est utilisable. Donc 100% du temps, votre logiciel est utilisable. Moi, il faisait ce qu'il devait faire. Il ne le faisait pas de manière maintenable. Ça, c'est la deuxième partie très importante. Si votre logiciel n'est pas maintenable, alors qu'est-ce que ça veut dire maintenable? Ça veut dire que vous êtes capable de corriger des bugs efficacement, de manière efficace, aussi bien après la 3e version de votre logiciel que 2 ans après. Et c'est aussi que quand vous développez et vous corrigez des problèmes, ces problèmes-là, vous n'en introduisez pas de nouveaux. Alors là, j'ai pas mis qu'un bon logiciel, c'est un logiciel qui n'avait pas de bugs. Un développeur ou une équipe qui vous dit qu'elle fait 0 bug, c'est pas vrai. Tout le monde fait des bugs. Tout le monde a des erreurs. Je veux voir ta recette. Et la dernière partie, c'est flexible. Vous allez être constamment en train de faire évoluer votre logiciel. L'architecture de votre logiciel va évoluer constamment. Vous allez rajouter des nouvelles fonctionnalités, changer la façon dont vous voyez et vous percevez le logiciel. Donc ça, cette flexibilité, généralement on n'aime pas trop toucher à notre logiciel. Parce que toucher avec le logiciel, ça veut dire rajouter des bugs. Alors nous, on était en délivrabilité continue. Toutes les versions, elles étaient en production. Du coup, on faisait vraiment évoluer cette flexibilité. Mais le
logiciel n'était pas maintenable, il était utilisable, et les bugs ont augmenté. Alors, on s'est dit, ok, comment apporter de la maintenabilité? Eh bien, on en faisait déjà un petit peu, on s'est concentré sur la réalisation des tests. Donc là, les tests que vous voyez, si on regarde en haut, il y a 18 secondes pour lancer 192 tests. Ça, c'est une signification que vos tests sont peut-être pas très rapides. Alors en fait, ça, ce sont des tests de très haut niveau. Je ne vous dis pas que c'est la bonne façon de faire. En y réfléchissant maintenant, c'est peut-être pas très intéressant d'avoir des tests, mais là, on a une API. On faisait des requêtes API, on regardait en base de données si on avait les bons résultats. Ça nous a permis dans un premier temps de venir dire « Ok, ça fonctionne comme ça devrait fonctionner ». Ça ne nous rajoute pas de la maintenabilité. Quand vous avez une méthode qui pète, et ben allez trouver où ça pète dans votre code. Vous avez un point d'entrée, un point de sortie, allez chercher dedans. Donc nous, on a mis ça au début pour se rassurer. Parce qu'on allait commencer à toucher à l'architecture du logiciel, et sans se rassurer, c'était assez difficile. Et alors, ça m'a fait penser à quel type de test on devrait utiliser dans un logiciel. Et Rui parlait de simplicité, et encore une citation de J.B. Hansberger, j'en ai deux dans 13. Il dit qu'il est plus facile de faire du mauvais code pour faire passer des gros tests que du mauvais code pour faire passer des petits tests. En fait, si vous avez plein de petits tests, ben vous allez empêcher l'ensemble des développeurs de faire du code pourri. C'est un truc, c'est ultra simple à comprendre. Petit test dit petit scope, on revient au clean code qui a été présenté juste avant. Alors on a changé la façon dont on faisait de l'intégration continue. L'intégration continue, on s'en servait pour faire une mise en recette juste avant la mise en prod à la fin de notre sprint. C'était pas coûteux de le faire de manière automatique. Donc on s'est juste mis à le faire de manière automatique. À chaque fois qu'on poussait une fonctionnalité sur la branche master de notre outil de gestion de version, on buildait notre application. Ça nous a permis au PO, ou à l'équivalent du PO chez nous, de venir tester les fonctionnalités. Donc nous, on avait nos tests fonctionnels, le PO, lui, voulait refaire les mêmes fonctionnalités à la main. Et après, la grosse partie, la partie la plus importante, c'était le refactoring. C'est ça qu'on a oublié quand on a commencé à développer du logiciel, c'est de faire du refactoring. Quand vous développez quelque chose au début, votre code doit bouger. Alors pour faire ça, oui, il y a une citation de Winston Churchill que j'aime beaucoup qui dit que pour s'améliorer, il faut changer. Donc pour être parfait, il faut avoir changé souvent. Votre code, s'il ne change pas, c'est qu'il est pourri. Votre code, il est pourri s'il n'a pas changé. Ou alors qu'il n'est pas utilisé, mais alors dans ce cas, on s'en fout de savoir s'il fonctionne ou s'il ne fonctionne pas. Donc là, à peu près, c'est l'abandon des tests. On a récupéré une ressource supplémentaire, le produit évoluait, donc du coup, on avait beaucoup plus de bugs et on passait plus de temps à débugger. Et ça, c'est après, en travaillant. Travaillant sur le refactoring, on est arrivé à 4 fois moins de bugs que du nombre de fonctionnalités à la version 1.5 de notre logiciel. Alors, si vous remarquez quelque chose que moi je trouve intéressant, c'est que si le nombre de bugs diminue, pourquoi le nombre de fonctionnalités augmente? On avait le même nombre de développeurs qui travaillaient sur notre produit. Et en fait, on s'est mis à réfléchir à pourquoi on avait certains bugs qui apparaissaient. Et entre autres, parce qu'on ne terminait pas forcément les user stories correctement. Alors ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que j'ai appelé ma conférence qui veut voyager loin, ménage sa monture, c'est que si vous faites de la randonnée, par exemple, si vous partez bille en tête pour attaquer une montagne, vous n'arriverez jamais au sommet. Et ça, en fait, le régime soutenable, c'est quelque chose qui a été très important pour nous. Quand vous faites des estimations sur vos user stories, elles seront toujours considérées comme des deadlines. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous dites que dans votre sprint, vous allez faire rentrer X points de user story. Les gens s'attendent à la fin du sprint d'avoir X fonctionnalités, celles que vous avez prévues avant.
tout le temps. Donc nous, on s'est arrêté de dire on estime ou on n'estime pas. On a dit maintenant ou pas maintenant, now or not now. C'était ça va rentrer dans le sprint ou ça va pas rentrer dans le sprint. Et quand ça rentrait pas, c'était pas grave. On s'en foutait. On a commencé à dire à notre PO qu'on s'en foutait. Ce qui nous a permis, oui, c'est une autre citation de J.P. Arnsberger, celle-là elle est magnifique. Elle dit si vous êtes inquiet que le développement piloté par les tests ralentisse vos développeurs, ne le soyez pas. Ils ont probablement besoin de ralentir. Et alors ça, je l'ai vu quand j'ai recherché pour faire ma présentation, c'est quelque chose qui m'a vraiment... je me suis dit c'est ça en fait. C'est ça la clé de notre réussite. Il y a d'autres éléments, le refactoring, les pratiques en fait, mais il y a un moment où on s'est dit il faut aller moins vite. Si vous allez moins vite avec vos équipes, si vous prenez le temps de développer, vous allez vous poser d'autres questions. Et donc si j'avais un conseil à donner aujourd'hui, si vous travaillez dans des équipes où vous produisez des bugs, et ça vous arrive, je pense souvent, ayez le courage de dire non, ou de moins de prendre plus de temps pour développer et faire ce que vous faites. Alors, je ne sais pas si vos chefs vont être contents, mais c'est de votre responsabilité de faire du code correct. C'est de votre responsabilité de faire du refactoring et du TDD. Pour faire tout ça, on a eu besoin de temps, et c'est évident. Si vous ne le faites pas, vous augmentez votre dette de code, et le code devient de moins en moins bon. C'est pas vraiment de notre responsabilité, c'est la responsabilité des managers, des chefs de projet, de dire... Qui t'empêche de dire non à des managers? Moi, je m'engueule avec des gens parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est très bien. À partir du moment où ton équipe, les gens avec lesquels tu travailles, vous prenez conscience qu'il y a des choses qu'on ne fait pas bien parce qu'on n'a pas le temps et qu'on a une pression, bah, une équipe de dev qui se dit on développe ce qu'on peut développer mais on va le développer correctement, bah, nous, notre product owner, il n'a rien à dire. Quand on avait 50 bugs sur une version, il préfère avoir 4 bugs sur la version, même s'il y a 12 fonctionnalités. On en a presque autant que ce qu'on fait. Une petite remarque par rapport à cette remarque manager nous interdit. Tant que ce n'est pas le manager qui écrit le code, c'est pas sa responsabilité de choisir faire les tests ou pas. C'est ceux qui écrivent le code qui ont la responsabilité de choisir comment l'écrire. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. C'est les managers qui ont la responsabilité, la ligne managériale, la posture, son garant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils savent coder, ils savent comment écrire un if plutôt qu'un else, une classe, un polymorphe. Mais chacun sa domaine d'expertise. Oui, c'est ça. Je ne demande pas à ma grand-mère comment coder, donc je ne demande pas à un manager qui est très bon manager, il n'y a pas de problème. Mais je ne dis pas comment faire mon travail et je ne dis pas comment faire le sien. Donc maintenant, désolé, je vais me la attends, on va lancer les hostilités. On va laisser bien finir. Alors maintenant, parce que évidemment c'est pas parfait, nous on utilise encore un gros framework et on aimerait en sortir, c'est ça je t'ai posé la question Rui juste avant. On a beaucoup de tests fonctionnels, de tests d'intégration, de tests de haut niveau qui sont difficiles à maintenir. Qui nous disent juste ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Quand ça pète, ben, on passe notre temps soit sur le debugger, soit à trouver la fuite d'eau ailleurs. Ce qu'on s'est mis à faire et qui continue à marcher, c'est faire un peu plus de pair programming. Alors ça, c'est pour augmenter la revue de code, en fait, la revue de code implicite, augmenter la qualité de notre produit, parce que c'est devenu quelque chose, un vrai combat au sein de notre équipe, c'est de faire un produit qui est bien meilleur que ce que nous. Moi, ce dont je suis très fier, c'est de pouvoir dire à mon PO que le temps de développement d'une fonctionnalité maintenant, c'est le même temps de développement d'une fonctionnalité que d'il y a un an. Et ça, mon PO, il en est très reconnaissant, parce que pour faire des estimations, pour pouvoir savoir à peu près, au mois près ou au sprint près, quand est-ce que va avoir lieu la fonctionnalité, et de ne pas lui dire non, je suis en retard parce que, et bien ça, c'est très 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 bien. Enfin, il adore ça. Alors après, de l'autre côté, je lui dis non. Plus de tests unitaires, alors ça, c'est pour sortir du
du scope de tests fonctionnels qui sont moins utiles pour débugger mon application. Et la dernière partie, c'est un pull request workflow, c'est une autre manière d'utiliser notre outil de gestion de version pour augmenter la couverture de code. En fait, on a une disparité de niveau dans notre équipe qui est assez importante. On a des gens qui sont très très bons et il y a des gens qui apprennent à développer du logiciel. C'est quelque chose dont on adore, c'est de faire monter les gens. Donc le pair programming est un bon moyen de faire monter les gens. Mais pour augmenter encore la qualité, pour pouvoir savoir si une équipe de pair programming fait quelque chose de bien, et bien le fait d'avoir un pull request workflow, ça permet d'améliorer encore notre façon de faire. Merci. S'il y a des questions, on peut relancer le débat. Alors, moi je suis dans un cas borné, cadré, c'est une boîte qui est assez flexible. C'est une question d'organisation, d'identité. Alors, j'ai travaillé dans une solution d'e-commerce bordelaise que je ne citerai pas, qui est reconnue pour avoir un cadre ultra flexible. Un cadre, rien ne m'a empêché de faire mes tests. Rien ne m'a empêché de développer en développant des tracks. Je parlais plutôt sur la phase de refactoring, tout le monde n'est pas là. Il y en a qui La phase de refactoring, parce que c'est trop compliqué, parce que il y a des impacts. Ils n'ont pas confiance soit dans les moyens qu'ils mettent sur le périmètre de gestion de projet, ils n'ont pas confiance dans leur code. T'es dans une seule équipe ou il y a plusieurs équipes? Il y a plusieurs équipes, mais moi je suis dans une équipe. Après, en fonction des équipes, ça peut être un peu différent. C'est sur un produit spécifique. Bah, si tu veux, on peut en discuter autour d'un. Mais j'ai connu notre cas. C'est juste la grosse partie qui nous a aidé, c'est la partie refactoring. Si on n'améliore pas du code, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Enfin voilà, sur le changement qu'a opéré vraiment l'entreprise, en fait, pour passer d'une technique à l'autre. On a presque envie de dire que c'est deux entreprises différentes vis-à-vis de la manière d'aborder le travail. Mais du coup, les relations avec le client, enfin, je ne sais pas trop comment vous fonctionnez, mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu recontractualises et ça fait quoi au client d'avoir l'impression de changer d'entreprise? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un produit où je suis le client. Enfin, c'est un produit que je développe pour moi. On a d'autres clients. Donc c'est plus facile, c'est-à-dire que la façon d'interagir avec notre client, avant on allait quand même le voir pour avoir du feedback avec ce client. Donc la façon de travailler avec nos clients, elle n'a pas vraiment changé. Et le client, lui, s'en est pas forcément bien aperçu, si ce n'est que le produit, il avait moins de bugs dans son utilisation. C'est vrai que dans certains cadres plus spécifiques, comme il relate, ça peut être compliqué. On a un client qui bosse avec une entreprise, il ne veut pas forcément changer de méthodologie ou changer de... Alors après, il y a quelque chose qui est assez bizarre dans notre métier, c'est qu'on se satisfait de rencontrer des bugs dans l'utilisation d'un logiciel. Ma mère, quand elle a le blue screen de Windows, pour elle, c'est normal qu'il faut redémarrer le PC. Vous allez voir vos clients, hein, si vous dites à votre client que le produit, il n'y a pas de bug sur le produit, les produits de JB, le client, il dit ouais, ok, c'est qu'il n'y a rien en fait, dans votre logiciel. Donc en fait, notre client, quand il a commencé à utiliser, qu'il a rencontré des bugs, tout ce qu'il a fait, c'est de cliquer sur le bouton feedback sur le côté, puis de nous dire hey, ça marche pas, hey, ça marche pas. Mais pour lui, c'était presque normal. Donc dans son utilisation, et ça c'est des métriques qu'on n'a pas, et c'est peut-être, si j'avais quelque chose à faire différemment, c'est peut-être ce que je ferais, c'est mettre des métriques pour savoir quelles sont les pages qui étaient le moins utilisées sur notre application. Voilà. Si tu as des bugs, c'est déjà ralenti. Tu dis qu'il faut ralentir. Si tu as des bugs, c'est déjà ralenti. Oui. Comment tu expliques ça? Tu vas encore ralentir. Alors je ne sais pas si vous avez vu sur la courbe que j'ai sur cette courbe-là, le nombre de fonctionnalités il a diminué. Hein. Ouais. Donc, le nombre de fonctionnalités, en fait, c'est moi qui en ai été pénalisé. Parce que c'est moi qui vends mon produit vis-à-vis des clients. Donc j'ai peut-être prévu d'avoir plus de clients ici,
parce que j'avais des fonctionnalités qui étaient prévues. Et j'ai peut-être pas eu des clients. Et qui me dit que là, j'aurais eu autant de fonctionnalités. Alors que si j'avais continué à corriger des bugs, eh ben, j'en aurais peut-être eu moins. Il y a les gens d'Arpinum qui disent que la qualité d'aujourd'hui, c'est la vélocité de demain. Si aujourd'hui vous faites de la qualité, vous irez beaucoup plus vite demain. Et en fait, là, moi, je peux... Alors, je ne peux pas le mesurer parce que je n'ai pas fait dans le temps. Mais moi, j'en suis convaincu que si on n'avait pas fait ça, on aurait moins de fonctionnalités sur notre code. Donc, au final, tout le monde est content, que ce soit les clients. Alors, cette phase-là n'est pas facile. Et on voit là, le petit pic là, c'est le pic de refactoring, faire du refactoring sur du code. On a beau dire, on a beau avoir câblé 192 tests fonctionnels, bah, ça pique. En plus, on avait un framework, alors ça pique. Alors, si vous avez un framework aussi, que vous voulez savoir ce que c'est une architecture qui est top, il y a la conf de JB juste après. Avant de parler de JB, je voudrais qu'on remercie.